Bem-vindos de novo. Vamos agora prosseguir com a intervenção de Jacques Ferrier, intitulada Imaginar a cidade sensual. Irá durar cerca de 20 minutos. Obrigado. Boa noite, bonsoir. Donc je vais faire cette présentation en français, si vous le permettez. Voilà, donc imagination et pouvoir. Bon, les liens que l'architecture entretient avec le pouvoir, tout le monde les voit, je ne vais pas en parler ce soir. Mais on peut questionner les liens que l'architecture entretient avec l'imagination, parce que les produits de l'architecture sont des produits au sens partagé, sont des produits qui appartiennent au monde, qui appartiennent à d'autres, à peine sont-ils terminés. Et donc l'imagination chez l'architecte, plus que dans toute autre peut-être discipline créative, discipline de la création, j'estime qu'elle doit sortir de la seule discipline de l'architecture et des autoréférences. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse dans l'acte d'imaginer en architecture, c'est en fait de s'adresser à un cadre et de faire bouger des lignes qui dépassent le seul domaine de l'architecture. Dans mon travail, ce qui m'intéresse, ce domaine où j'essaye d'imaginer, c'est en fait ce monde urbain dans lequel nous vivons et dans lequel la technique prévaut absolument. Je crois que le XXe siècle a été le siècle de la technique et de la ville, et le XXIe siècle, ça sera encore plus le siècle de encore plus grandes villes et d'une technique encore plus omniprésente. Et cette question de la relation entre technique, société, architecture, c'est, je pense, là où le plus d'invention et d'imagination est requise. Parce qu'à un moment donné, on se dit, mais comment en est-on arrivé là? Là, c'est en Chine, l'échangeur de Chongqing qui a été livré en mai 2017, il n'y a pas encore un an, et même dans le journal chinois, dans le China Daily, il y a de la dérision et de l'inquiétude sur cet échangeur, en disant, ben voilà, une fois qu'on y est, on ne sait jamais comment en sortir. Or, la ville, au départ, c'était tout autre chose. La ville, c'est ceux qui nous protégeaient d'une nature qui était plutôt une nature inquiétante. Et la technique s'est mise au service des gens. J'aime bien cette gravure de la Renaissance où on voit toute une série d'inventions, le mobilier, la chaise, une cheminée qui chauffe, une cheminée qui tire bien, la fenêtre avec le verre, invention de la Renaissance, et surtout le livre, qui font qu'on a une sorte d'équilibre qui ne va pas durer, puisqu'apparaît au XIXe siècle, ce coup-ci, ce mot de confort. C'est un mot qui apparaît en anglais autour de 1850 et ensuite en français. Et ce goût du confort, cette soif de confort liée à la démultiplication des objets techniques et des artefacts techniques font qu'on arrive à la ville d'aujourd'hui, la ville où le rapport s'est inversé, c'est-à-dire de la ville qui nous protégeait d'une nature imprévisible, hostile, on en est venu à une vision inverse, c'est-à-dire on voit la ville comme quelque chose qui menace la nature. L'environnement un peu effrayant, c'est celui de ces grands immeubles, de ces infrastructures. Et on a de plus en plus, pas ici à Lisbonne, certes, on est très privilégié en Europe, mais dans le monde urbain qui se construit en Europe est souvent un monde urbain sans qualité. Pourtant, les architectes au XXe siècle, eux, leur imagination, ils l'ont clairement calquée sur la fascination de la technique, la fascination du progrès. Le Corbusier parlait même, dans les années 30, de machines à habiter. Et les architectes dits du mouvement high-tech disaient, mais pourquoi diable on ne construit pas les bâtiments avec la même sophistication que les avions? Mais quand on est dans un avion, on voit bien que même si c'est un environnement technique parfait, ce n'est peut-être pas là qu'on a envie d'habiter. On préfère la ville comme la ville asiatique avec toute sa diversité, tous ses risques, toutes ses surprises, plutôt qu'ici on est à Singapour, une ville très riche, avec des bâtiments qui sont certainement très environnementaux, très bien faits, mais qui sont une représentation de ce que j'appelle l'urbanisme de géométrie,
avec l'espace vert, le bien nommé, hein, mais qui est vide, et ensuite les immeubles à comparer avec une rue traditionnelle, vivante, pleine de senteurs, de bruit, d'où cette idée de ville sensuelle, idée que nous avons eue avec mon associé Pauline Marchetti autour de l'année 2010, quand nous avons fait le pavillon de l'exposition universelle de Shanghai, où nous avons proposé vraiment ce thème en disant il faut quitter le côté 100% visuel de l'architecture, 100% géométrique, pour essayer de concevoir, les outils actuels nous le permettent, des espaces, des villes où les sens sont sollicités, ou en tout cas les sens sont pris au sérieux. Et la question qui se pose, je vais essayer de rapidement illustrer avec quelques exemples de mon travail, c'est peut-on réconcilier, effectivement, sans nostalgie, c'est important, une architecture contemporaine qui répond aux questions de la ville d'aujourd'hui, mais en réconciliant notre expérience de la ville avec nos sens. Alors j'insiste sur le côté innovation aussi, c'est-à-dire que l'imagination, pour moi, dans cette idée que l'architecture a affaire à la technique, à fixer le but de la technique, elle va de pair avec l'idée d'innovation, qui est un concept un peu différent. Ça, c'est un bâtiment que l'on vient de terminer à Rouen, sur les bords de la Seine, c'est le siège de la métropole Rouen-Normandie. C'est un bâtiment qui a un label Passive House, c'est-à-dire qu'il consomme 0 énergie, et pour cela, il fallait l'emballer de panneaux solaires, notamment. Et j'ai voulu que ces panneaux solaires ne soient pas quelque chose qu'on ajoute, mais deviennent la matière même de l'architecture. Et puis Rouen, c'était pour moi le Claude Monet qui a inauguré son idée des séries en peignant X fois, près d'une vingtaine de fois, le portail de la cathédrale de Rouen, toujours sous le même angle, sous diverses conditions de lumière, pour dire finalement la même façade, selon comment on la voit, à quel moment, sous quelle lumière, elle n'est jamais la même, et elle prend des couleurs, évidemment, qui sont les couleurs du tableau, plus ce travail qu'il avait avec les innovations optiques de l'époque. Il y avait aussi un aspect scientifique. J'ai repris cette proposition en disant aujourd'hui, en fait, c'est le matériau lui-même qui va réellement changer de couleur avec un verre qu'on appelle dichroïque, que vous voyez là, fait en Allemagne, chez Schott. Et ce verre dichroïque est à la fois un panneau solaire, il est subtilement irisé, et on est parti pour composer la façade de notre tableau de Monet, qui est une vue de Rouen, qui nous a donné le thème de la façade. Ça, c'est la même façade, mais vous voyez les deux états extrêmes de réflexion et de couleur du verre dichroïque que l'on voit ici depuis le quai opposé. Et donc, nous avons là un design, au sens anglais, une conception qui concilie une vision ancrée dans l'histoire, ancrée dans la culture de la ville, de Rouen, et en même temps extrêmement innovante, puisque c'est le premier bâtiment public en France de cette taille qui va être vraiment à 0 énergie et qui a ce label de Passive House, qui, comme son nom l'indique, est d'habitude réservé pour des petits bâtiments. Alors il faudrait un film, j'ai un film, mais je ne l'ai pas amené, parce qu'en fait, évidemment, cette façade change de couleur. Vue de près, elle devient transparente, c'est-à-dire elle n'est pas oppressive pour les gens qui vivent à l'intérieur. Ce n'est pas un bâtiment qui est coloré, vraiment. C'est un bâtiment qui prend la couleur. Et l'idée, c'est finalement que le projet, l'architecture, englobe la Seine, le fleuve, englobe le ciel, et qu'il y ait une sorte de design global à un moment donné qui fusionne, que ce ne soit pas un bâtiment qui soit posé là et isolé, mais qui soit vraiment en communication avec le paysage. Quelques vues de l'intérieur, et puis ce qui m'intéresse beaucoup, puisque c'est un dispositif que j'employais dans différents bâtiments, c'est de créer cet espace entre qui devient un espace magique, puisque c'est un espace qui n'est pas prévu au départ, qui n'est ni dehors ni dedans. Les Chinois disent que c'est dans l'antre que les choses peuvent advenir et peuvent apparaître, parce qu'on est entre deux choses déterminées. Et évidemment, ici, ça fait partie de la vie du bâtiment, et notamment avec des patios à l'intérieur. Voilà, alors cette idée de la ville sensuelle, elle est née à Shanghai. J'aime bien ce tableau, parce que là aussi, ce n'est pas le sujet, mais qu'on travaille en tant qu'architecte en dehors de son pays, on se pose la question. Pour moi, elle est clairement celle du regard réciproque. Et donc,
c'est un raccourci avec le balcon de Manet et le public chinois qui regarde les personnages de Manet, qui semblent eux-mêmes les regarder. Et une autre idée sur cette idée de quelle est la relation qu'on peut avoir avec la ville contemporaine et ce monde d'infrastructure, c'est de dire que chaque bâtiment est porteur de son propre paysage. On ne peut pas dire il y a les jardins d'un côté, les bâtiments de l'autre. Ici, nous avions une toiture jardin, une façade jardin qui abritait le bâtiment de la chaleur, mais en même temps qui exhalait des senteurs. L'artiste Aurel avait conçu un chien avec des plantes qui purifiaient de la pollution. On avait un bassin à rez-de-chaussée et une structure extérieure qui permettait de modifier le bâtiment sans gros chantier, ce qui est le cas puisque le bâtiment est resté et a été effectivement transformé en partant du principe que ce qui dure aujourd'hui en architecture, c'est ce qui peut se transformer. Pour moi, ce n'est pas ce qui résiste, mais c'est ce qui, au contraire, s'adapte. Petit clin d'œil à la Tour Eiffel, parce que pour accéder au bâtiment, on traversait la structure, le jardin avec son restaurant, et à l'intérieur, ce parcours d'essence. Nous avons travaillé avec le Nez d'Hermès, avec des cuisiniers. Nous avons fait des petits films sur le... Je ne sais pas si ça peut marcher, non, des petits films sur le climat. Les gens s'inséraient, il y avait la possibilité, les gens s'inséraient dans le film. C'est un dispositif très simple. Ça ne se lance pas, c'est pas grave. Et évidemment, cette relation, généralement, quand on fait un dispositif scénographique, aujourd'hui, avec des films, il faut faire une boîte noire. Donc ça correspondait vraiment pas du tout à cette idée de ville sensuelle. Et donc, on a travaillé avec des spécialistes, avec Roman Atala, notre spécialiste vidéo, pour avoir des super projecteurs qui nous permettent à la fois d'avoir une image projetée de bonne qualité, la lumière naturelle et même des ouvertures pour la ventilation naturelle. Et j'aime bien cette image où, à un moment donné, ce père et son enfant tournent le dos aux images et va sur le balcon voir le jardin vertical que vous avez vu tout à l'heure. Et puis, ça c'est Yang Peming, l'artiste qui a peint les enfants de Shanghai, qui accueillait le public à l'entrée du pavillon. Alors, la ville contemporaine, je dis, il faut être sans nostalgie. La grande ville nous pose des défis. Ça, c'est le Grand Paris Express. Nous sommes les architectes conseils de la Société du Grand Paris Express. C'est des nouvelles lignes qui vont encercler Paris. En fait, on a gagné ce concours en ne voyant justement pas ce projet comme une infrastructure, mais en imaginant ce projet comme un projet urbain. Paris, bon, vous connaissez certainement la caractéristique de Paris, un hypercentre, 2 millions d'habitants, saturé d'images et de symboles, et 12 millions d'habitants autour, dans la périphérie, qui n'ont pas de carte postale auquel s'identifier. Donc pour nous, le Grand Paris, le réseau du Grand Paris Express, plus qu'une infrastructure, c'est un rapport au temps, c'est très important, un rapport à l'imaginaire et une façon de enfin donner une image à cette périphérie que nous avons documentée avec des restitutions sensibles. Nous avons donné à tous les architectes, nous ne sommes pas les architectes des gares, en fait on est les conseils, on a donné ces éléments, on a inventé des scénarios avec des utilisateurs imaginaires pour que le projet ne soit pas fait vu de l'extérieur mais de l'intérieur. Et on a donné toute une série de dessins aux architectes pour qu'ils essayent de concevoir les gares autrement, les gares comme une expérience. Ça, ce sont des maquettes que nous avions faites pour une exposition pour illustrer nos idées. C'était difficile, on n'était pas en charge du projet, donc il fallait montrer des ambiances sans vraiment faire de l'architecture. Ça, c'est l'idée de la continuité de la ville et de la gare, l'importance de la lumière naturelle, l'identité des quais, etc. Mais voilà, ça c'est Paris, vous voyez Paris, le trait un peu fin, ça c'est Paris, mais avec le réseau, la vision de Paris pourrait être cela, c'est-à-dire que le Paris-Centre, avec la ligne 15 et 16, devient finalement la partie d'un Paris beaucoup plus grand. Ça pourrait être la carte de représentation des nouvelles stations. Et on a donné à la Société du Grand Paris, on a essayé de les convaincre de cette façon de voir des nouveaux territoires qui s'organisent transversalement comme une ville archipel, c'est-à-dire on n'est pas toujours obligé d'aller vers le centre, mais on peut
pour ses études, pour ses achats, pour ses promenades, pour voir des amis. On peut imaginer une autre géographie qui est une géographie qui utilise vraiment tout le territoire parisien. J'accélère parce que je suis déjà à mon premier petit panneau, ça passe vite en votre compagnie, le temps. Donc, l'imagination aussi en architecture, je crois qu'elle est requise pour les programmes du quotidien. C'est-à-dire qu'il y a une tendance de l'architecture à des bâtiments spectaculaires, iconiques. Il est très important de mobiliser l'imagination pour les programmes de tous les jours. Ici, c'est une école un peu spéciale, c'est le lycée français de Pékin, mais il est conçu pas comme un monument. Voilà, la tendance, l'iconisme en architecture, si vous me permettez ce mot, c'est qu'en fait, on est depuis toujours baigné, les architectes, dans l'idée du Parthénon, etc. Ça, c'est une image tirée de Le Corbusier. Donc, même un architecte, un pionnier du modernisme, prend le Parthénon comme référence. Ici, avec le lycée français de Pékin, qui est un grand établissement, on a au contraire cassé les échelles, fait de nombreuses ambiances, fait plusieurs cours, fait entrer le paysage à nouveau dans le bâtiment, travailler avec un matériau disponible à Pékin, le bois, pour adoucir la lumière qui est très dure à Pékin et faire un filtre, beaucoup de préaux, le travail avec les ombres et la présence du jardin, les enfants. Dès le premier jour, donner la possibilité aux enfants de s'approprier le bâtiment. Les architectes, Pauline et Marchetti et moi-même, vous voyez, très contents parce que les enfants dessinent, redessinaient le bâtiment pour l'inauguration. Et ce travail sur les deux langues, l'idéogramme chinois et le français. Il me reste quelques minutes rapidement pour vous dire que dans ces programmes, peut-être le plus gros défi, surtout au Portugal, c'est le tourisme. Nous avons été lauréats il y a quelques mois d'un projet à Vila Moura, dans le sud du Portugal, dans l'Algarve, que nous avons abordé avec les mêmes thématiques, c'est-à-dire de comment, là aussi, traiter avec soin ce qu'on peut appeler, excusez-moi, le tourisme de masse. Mais c'est vraiment aujourd'hui un vrai sujet de respect de paysage, de respect de l'environnement et de respect des gens qui vont là passer leurs vacances. Donc on a travaillé, avant même de travailler sur les bâtiments, nous avons travaillé sur un assez grand site, nous avons travaillé de comment les gens allaient se déplacer, travailler sur des échelles du piéton, du vélo, du rapport à la nature, du cheval aussi. Il y a un très grand centre équestre hippique à Vila Moura. Nous avons pris des villages typiques de l'Algarve, mesuré les espaces publics, ici, et nous avons conçu le projet en reproduisant, non pas cette architecture, ça serait du pittoresque, mais la taille des espaces publics. Donc voilà, ça a été les outils. Alors c'est des images en cours de travail, mais il faut bien montrer des images. Ce sont les outils pour arriver à faire de la densité et créer des espaces publics qui, en fait, sont calqués sur les espaces publics traditionnels. Les parcours que vous voyez au travers, et on aime bien retarder les images et travailler avec des collages sur les ambiances. Les bâtiments ressembleront à ce projet, autre projet touristique que nous avons fait à côté de Montpellier, où le luxe, c'est une résidence de tourisme très, très simple, vraiment très très simple, mais le luxe, c'est de donner de la profondeur, à nouveau de trouver cet espace entre, de la profondeur de champ, d'articuler l'espace intime des chambres et des studios avec un espace collectif digne de ce nom. Ça, c'est le luxe qui n'est pas d'habitude dans ce type de programme touristique. Et le plaisir, il vient de la prise en compte du climat, de la lumière, du jeu des ombres que permettent tout ce dispositif, vous voyez, construit de façon très simple et qui marche très bien avec les ombres qui se projettent sur le sol. Voilà, je termine avec cette dernière facette de l'imagination qui me paraît extrêmement importante pour l'architecte et qui est très importante pour moi, qui est le plaisir de construire, parce que l'architecture, à un moment donné, c'est un bâtiment, et je pense que ce plaisir de construire, sur ce dernier projet que nous avons livré à Marne-la-Vallée pour une sorte de piscine géante, ce plaisir de construire, voilà une photo du chantier, voilà le bâtiment terminé, eh bien je crois que quand il est
dans le départ, dans le projet, il se transmet dans le plaisir que les gens ont à vivre et à utiliser ce projet. Merci. Para fazer perguntas ou trocar ideias com os conferencistas, pode dirigir-se ao espaço Fórum junto ao secretariado. Pour poser vos questions et échanger avec les conférenciers, rendez-vous à l'espace Forum à côté du secrétariat.